Très content. Voilà, oui, une petite introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici avec vous. Donc, je remercie Pierre Migaud de m'avoir proposé de faire ce webinaire sur l'avifaune forestière. Donc, comme Pierre l'a dit, je suis membre de la SEOF depuis, je crois, près d'un demi-siècle, Pierre, hein. Ah, Et donc, bon, évidemment aussi de la LPO. C'est pour ça que j'ai mis les deux logos. Et je suis heureux de pouvoir présenter ceci au titre à la fois de la LPO et de la SEOF. Donc, je vais commencer par cette première image pour saluer Bernard Frochot. On voit l'image, Pierre? on voit l'image, c'est bon. OK. Donc, pour Merci, saluer Bernard merci. Frochot, et lui rendre hommage, qui, avec Camille Ferry et Jacques Blondel, ont été mes maîtres dans ces suivis d'oiseaux forestiers nicheurs. Merci à toi, Bernard, pour ta confiance, hein. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, j'étais venu à Dijon pour soutenir ma thèse sur les oiseaux forestiers des Vosges du Nord, et puis tu étais mon directeur de thèse. Donc, je pense qu'à la fin de l'exposé, tu nous diras un petit mot, si tu veux bien. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mes études sur les oiseaux forestiers concernent l'avifaune des Vosges du Nord. Vous avez ici la carte qui permet de situer le parc naturel régional des Vosges du Nord, en limite avec l'Allemagne et contigu au Naturpark du Pfälzerwald. L'ensemble constitue une réserve de biosphère transfrontalière. Donc, vous situez ceci par rapport à Strasbourg. Donc, tout à fait à l'est du pays. Et je précise que les travaux que j'ai faits concernent les oiseaux forestiers des Vosges du Nord et que toute généralisation à d'autres massifs forestiers ne pourra se faire qu'avec la plus grande prudence. Donc, un constat. À la fin des années 90, l'ONF a pris des nouvelles orientations d'aménagement forestier et qui prenaient davantage en compte la biodiversité. Par exemple, les îlots de vieillissement ou de sénescence, les arbres bio morts, l'arrêt des coupes à blanc. Et l'ONF, avec le PNR, Parc naturel régional des Vosges du Nord, ont décidé de lancer un programme de suivi à long terme de la faune nicheuse des Vosges du Nord. Ils m'ont donc sollicité pour faire ces travaux de suivi. Et donc, le programme a été lancé en 1998 dans 3 secteurs forestiers d'environ 400 hectares. Le premier dominé par le chêne et le pin sylvestre, le second par le chêne et le hêtre, le troisième par le hêtre et le pin sylvestre. Donc, c'est à la fois dans la partie Lorraine des Vosges du Nord, le premier site, et les deux suivants sont dans la partie alsacienne, pour ceux qui connaissent la géographie des Vosges du Nord, découpée entre l'Alsace et la Lorraine. Et donc ce suivi était prévu au départ pour être décennal. Le premier site suivi en 98, le second en 99 et le troisième en 2000. Donc on a choisi 400 hectares, ce qui est assez vaste pour faire des comptages d'oiseaux forestiers, et on verra la méthode tout de suite que j'ai mis en place. Et ces 400 hectares permettaient d'avoir des parcelles d'âge différents et de compositions différentes, parfois des jeunes peuplements, d'autres fois des peuplements bien plus âgés, des futaies régulières, des futaies en cours de régénération, ou des jeunes taillis, taillis sous futaies, etc. Le, donc, 400 hectares, ça permettait d'avoir à la fois des oiseaux nicheurs de petits territoires, mais aussi d'assez grands territoires, comme on le verra, les pics, les pigeons et d'autres espèces. Et vous verrez que j'ai plus ou moins mentionné les rapaces, mais sans les prendre en compte au niveau de la taille des territoires. Donc, la première série de dénombrement a été effectuée en 98, 99 et 2000 pour les 3 secteurs forestiers. La seconde, donc 10 ans plus tard, 2008, 2009, 2010. Et la troisième, encore 10 ans plus tard, 2018, 2019 et 2020. Bon, et logiquement, si tout va bien, il y aura une quatrième série, commencera en 2028, donc dans 3 ans. Donc la méthode, je vais vous la détailler pour le premier site. Donc le premier site, je vous rappelle, dénombré en 98, 2008 et 2018, et je présenterai les résultats de ce premier site en 2018. Je ne peux pas vous présenter l'ensemble des résultats, sinon on en aurait pour bien plus longtemps que le temps de cette conférence. Par contre, je vais utiliser l'ensemble des résultats
pour la discussion et la conclusion. Donc on en vient au premier site, hein, c'est la forêt domaniale de Hanau, hein. C'est dans le pays de Bitche et c'est donc en Moselle. Et dire que c'est tout près de chez moi, donc c'était bien pratique pour mes comptages. Donc c'est un ensemble de 25 parcelles qui totalise 426 hectares. L'altitude, vous voyez, 250 à 400 mètres en gros, dominé, comme on l'a dit, par le chêne, 50%, et le pin sylvestre, 35%. Sinon, il y a aussi un peu de hêtre, un peu d'épicéa, parfois du bouleau, d'autres essences. Et il est situé dans la ZPS, hein, la zone de protection spéciale Natura 2000, qui s'appelle Forêt, Rochers et Étangs du Pays de Bitche. En particularité, il y a deux sous-parcelles qui sont classées en série d'intérêt écologique, le restant étant une série de production, c'est-à-dire que la forêt est exploitée par l'ONF. Donc voici quelques images, hein. Vous voyez la première en haut à gauche avec un rocher, c'est du grès, le grès vosgien, et ces rochers sont aussi intéressants, par exemple pour le faucon pèlerin qui y niche, le grand corbeau y niche aussi, donc il y a quelques espèces remarquables en plus. On voit aussi en dessous une belle chênaie et à droite une hêtraie, des vieux arbres, parfois des arbres cassés comme ici. Encore une image qui vous montre les différents peuplements avec parfois des stades assez jeunes, hein, comme à droite les deux images. Il y a des parcelles en vieille futaie, mais d'autres qui sont plus jeunes, parfois même au stade buissonnant. Donc la méthode. Deux méthodes ont été utilisées. La première, c'est la cartographie des territoires, ce qu'on disait parfois la méthode des quadras. Je préfère le terme de cartographie des territoires. Donc celle-ci pour les espèces qui ont un grand territoire, comme les grands pics, hein, pic noir, pic vert, pic cendré, les deux pigeons, ramier et colombin, les rapaces diurnes et nocturnes. Bon, je vous ai dit, je les ai notés, mais ils ont souvent des territoires bien plus vastes que les 400 hectares. Le coucou, la grive de Rennes, ou alors des espèces assez localisées, comme le pique-mare, le pique-épêchette et le pique-épêche. En fonction de la pression sur le terrain, j'ai pu noter tous les territoires de pique-épêche. Donc ces dénombrements sont réalisés lors de sorties effectuées dans ce but, hein. Donc j'allais sur le site et puis je notais systématiquement toutes ces espèces, ou alors lors des comptages par IPA, on y viendra tout de suite après, je notais également les espèces à grand territoire. Donc tout ceci est noté précisément sur un plan, les contacts simultanés sont recherchés, hein. C'est la méthode classique de cartographie des territoires, et en fin de saison, les territoires peuvent être délimités à partir du moment où on a fait un nombre suffisamment de sorties sur le terrain. Ensuite, la méthode des indices ponctuels d'abondance, IPA. Donc, je fais des comptages depuis plus de 40 ans, hein, Bernard le sait. Et à l'époque, j'avais commencé 20 minutes, mais très vite, je suis passé au comptage de 15 minutes. 20 minutes me semblait un petit peu beaucoup. Pendant les 5 dernières minutes, n'était plus tellement rentable, on va dire. Donc, je préférais faire des comptages de 15 minutes. L'un en début de saison, c'est-à-dire au mois d'avril, et puis l'autre, une fois que tous les migrateurs sont de retour. En gros, c'est entre mi-mai et mi-juin, mais souvent je commence déjà début mai et j'essaie de terminer fin mai pour que les chanteurs soient encore assez actifs. Donc les points ont été placés systématiquement suivant un échantillonnage de quadrillage. Vous voyez ici la carte, ils sont distants d'environ 350 mètres. Et cela nous fait 32 points sur les 426 hectares. Alors évidemment, les mêmes points sont recensés lors de chaque comptage en 98, en 2008, en 2018. Et ben, pour les retrouver facilement, ben, c'est grâce au GPS. Mon GPS les reconnaît et je peux me guider et arriver quelques mètres du point recensé 10 années plus tôt. Même si le milieu a changé, on peut retrouver le point. Donc, quelques résultats. Donc ici, le pic noir, hein, espèce un peu emblématique de ce territoire. Et vous voyez aussi un petit peu la géographie de ces 426 hectares avec deux combes un peu froides, Kandeltal et Arpsental, et puis quelques
massif forestier, bon, massif qui culmine à 400 mètres environ, l'Erbsenberg. Donc il y avait 2 couples nicheurs. Donc ce sont les résultats de 2018, hein, comme je vous l'avais précisé. 2 couples nicheurs certains et puis 2 territoires qui étaient en partie sur l'extérieur et elles sont comptabilisées alors comme des demi-couples. Donc on arrive sur les 426 hectares à 3 couples ou territoires pour la zone d'étude. Ici, le Picmar, donc 22 territoires, assez facile à trouver à partir du moment où on fait beaucoup de sorties sur le terrain et parfois un petit coup de repasse pour voir si l'espèce est présente ou pas dans un milieu qui est favorable. Le pigeon ramier, 26 territoires. Et donc maintenant, les résultats, globalement pour toutes ces espèces, donc on a vu le ramier 26, le pigeon colombin 8 territoires, le coucou c'est 0,5 parce que c'est un territoire beaucoup plus vaste qui déborde la zone d'étude, donc 3 territoires de pic noir, 4 de pic vert, 1 de pic cendré, 22 de pic mar, 2 de pic épêchette, 26 de pic épêche et 6 pour la grive, et 7 pour la grivenaine. Donc ensuite, les résultats par indice ponctuel d'abondance. Ah oui, j'ai un petit OK là. OK, voilà. Donc 64 comptages par IPA, je vous ai dit 32 IPA x 2, ça fait 64. Ils m'ont permis de contacter 37 espèces de passereaux et d'ordres apparentés, c'est-à-dire les pics, les colombidés, le coucou. J'arrive à une richesse moyenne par point d'écoute de 13,4, hein, plus ou moins avec un écart type de 2,0. Hors comptage IPA, j'ai pu rajouter quelques espèces, c'est-à-dire que je les ai entendues lors des sorties faites pour la cartographie des territoires, mais pas lors des IPA. Donc c'était le piquet-pêchette, le gobe-mouche-gris, le pouillot-siffleur. Et en plus, se rajoutent 4 espèces de rapaces diurnes ou nocturnes. Ce qui nous fait une richesse totale pour le secteur forestier en 2018 de 44 espèces, nicheurs, certains ou probables, sur ce territoire. Voilà. Donc, l'abondance des espèces. Alors, les comptages par IPA ne permettent pas de comparer directement les abondances des espèces entre elles en raison de différences de détectabilité. C'est bien qu'entre un pinson et un roitelet, le pinson a un chant beaucoup plus fort et beaucoup plus fréquent que le roitelet. Donc, on peut accéder aux densités en ayant recours à des coefficients de conversion entre l'IPA d'une espèce et la densité. C'est un calcul qui se fait après avoir fait des comptages simultanés sur le même territoire par cartographie des territoires pour avoir les densités absolues et par IPA pour avoir les densités relatives. Donc j'avais fait cet effort sur plus d'une dizaine de quadras où je m'obligeais à faire la densité absolue avec le quadrat et la densité relative avec l'IPA, ce qui permet d'arriver à ces coefficients de conversion qui permettent, à partir des IPA, d'avoir des densités absolues. Et donc, on pourra rediscuter de ça dans les questions pour ceux qui veulent des précisions. Donc, à partir de ces coefficients, on arrive au résultat suivant. On a 9 espèces qui sont dominantes, c'est-à-dire avec une densité supérieure à 5% de la densité totale. Donc les plus abondantes sont le pinson des arbres et le rouge-gorge, avec 6,5 couples au 10 hectares, suivi des mésanges charbonnières et noires, de la fauvette à tête noire, ensuite mésanges bleus, nonnettes et huppées, et le merle noir. Et ensuite, 5 espèces sont subdominantes, donc densité comprise entre 2 et 5%. C'est la citelle, le grimpro des bois, le troglodyte, le piquet-pêche et le jet. Et on arrive à une densité totale de 44 couples aux 10 hectares en moyenne pour cette forêt. Je précise que ça reste un ordre de grandeur. Je veux bien admettre qu'au niveau des coefficients de conversion, ça nous donne vraiment un ordre de grandeur. Ce n'est pas précis à un couple près, mais c'est selon moi la meilleure façon d'obtenir des densités sur un territoire comme ceci de 400 hectares
La cartographie des territoires reste la meilleure des méthodes, mais elle est utilisable que sur des surfaces allant de 10 à 20 hectares au maximum. Et je l'ai souvent utilisée aussi bien au milieu forestier que dans d'autres milieux, mais ça reste assez laborieux. Beaucoup de travail de terrain est nécessaire. Pour 400 hectares, personnellement, je trouve que ce qu'il y a de mieux, c'est de combiner les IPA avec des coefficients de conversion. Donc voyons maintenant, toujours pour ce même secteur forestier, l'évolution entre 98, 2008, puis 2018. Donc c'est à une échelle de 10 ans puis 20 ans. Donc je précise que ce sont les mêmes sites d'observation, la même méthode utilisée, le même observatoire, même observateur et les mêmes conditions de collecte des données. Donc pour quelques espèces d'abord, le pic noir passe de 2 à 2,5, puis 3 couples. Ce que je vous avais présenté, c'était l'année 2018, c'était donc la dernière année où il y avait 3 couples de pic noir. Le pic vert n'était pas présent au début, ensuite un couple, puis 4 couples. Le pic cendré aussi, 0, 0,5, puis un couple. Le pic marc a bien progressé comme vous le voyez, 9 couples au départ en 98, puis 18, puis 22. Le piquet pêchette est assez irrégulier, on y reviendra. Un couple, puis 5, puis 2. Le torcol, quant à lui, il était à un couple, puis 2 couples, puis 0. Pour précision, le torcol niche dans les milieux semi-ouverts, forestiers après une tempête ou une coupe à blanc, et donc maintenant le milieu ne lui convient plus. Il n'y a plus de torcol dans ce milieu forestier qui est trop fermé pour lui. Pigeon ramier, aussi une petite progression, 18,5, puis 23, puis 26. Le colombin aussi, 6, puis 5, puis 8 couples. Le coucou, toujours 0,5, c'est-à-dire qu'il y a un couple qui déborde. Et la griffe-draine est assez stable, 5, 8, puis 7 couples. Donc toujours, ce sont des nombres de territoires sur les 426 hectares. Maintenant, au niveau des espèces communes, c'est-à-dire recensées par IPA. Donc là, j'ai fait la comparaison entre 98 et 2018, donc à l'espace de 20 années. Avec les IPA, leurs écarts types, j'ai noté les espèces qui ont des différences significatives. J'ai 8 espèces qui ont augmenté au cours des 20 années, le jet, le rouge-gorge, la griffe-draine, pigeon ramier, le pic vert, la fauvette à tête noire, les piquets pêche et mares. Les 6 espèces qui ont régressé, pinsons des arbres, les pouillots véloces et siffleurs, la mésange noire, le roitelet huppé et le troglodyte. Maintenant, les résultats au niveau des peuplements d'oiseaux. Donc toujours la comparaison pour le secteur 1 de 98, 2008, 2018. Donc la richesse totale, c'est-à-dire le nombre d'espèces. Donc ici pris sans les rapaces, passe de 39 espèces la première année, puis 40 et encore 40 l'année suivante. Je vous rappelle qu'on avait 44 dans les résultats de 2018, mais c'était avec 4 espèces de rapaces diurnes et nocturnes. Donc on est bien à 40 en 2018 si on enlève les rapaces. La richesse moyenne, donc richesse moyenne, c'est le nombre moyen d'espèces par point, par IPA. C'était au départ 13,5, puis 15, et là 13,4. La densité totale, donc obtenue en additionnant toutes les densités de chaque espèce, 50,5, puis 48, puis 44. Et la diversité, qui est un paramètre qu'on calcule qui combine un peu richesse et densité, passe de 4,25 à 4,32, puis à 4,20. Vous voyez que la diversité ne bouge pas beaucoup. Je regarde un peu l'heure, il est presque la nuit. Donc maintenant, les fluctuations d'abondance, on a un indice de Sørensen qui permet de voir, de comparer des peuplements. Cet indice vaut 0 lorsque les peuplements sont totalement différents et 100 lorsqu'ils sont identiques, avec les mêmes espèces et les mêmes densités.
Donc cet indice était de 79,8 de 98 à 2008, 78,4 de 98 à 2018. Donc ce sont des valeurs qui sont élevées, qui montrent que globalement les peuplements d'oiseaux nicheurs sont très semblables à l'espace de 10 ans puis de 20 ans. Donc en conclusion pour ce secteur 1, on a quelques espèces qui progressent. On a vu que ce sont surtout les pics et les pigeons. D'autres régressent comme le pinson des arbres, mais il reste abondant, hein. On a vu qu'il était en tête avec le rouge-gorge, ou le, en 98, voilà, ou le pouilleux siffleur qui a fortement régressé. La richesse totale, on va dire qu'elle est stable, hein. Le nombre d'espèces, donc, hein, c'était environ 40, et la densité totale diminue un petit peu. Mais globalement, en 20 années, le peuplement d'oiseaux nicheurs de ce secteur forestier s'est peu modifié. Je compare maintenant les trois secteurs, hein. Donc, je vous ai dit, je ne vous présente pas en détail les résultats du secteur 2 et du secteur 3, hein. La méthode est exactement la même, avec à chaque fois une trentaine d'IPA, avec la cartographie des territoires pour les espèces à grand et moyen territoire. Donc, je rappelle le secteur 1, celui dont je vous ai présenté les résultats, est dominé par le chêne et le pin sylvestre. Le 2 par le chêne et le hêtre, donc davantage feuillus. Et le 3 par le hêtre et le pin sylvestre. Donc c'était en concertation l'ONF et le Parc des Vosges du Nord qui ont proposé ces trois secteurs à recenser. Donc secteur 1, la richesse totale. Oui, donc aussi une précision, je l'ai souligné, je compare les 3 dernières années, c'est-à-dire 2018 pour le premier secteur, 2019 pour le second et 2020 pour le troisième. Donc la richesse totale, donc sans les rapaces, et aussi j'ai exclu la corneille noire, le grand corbeau, qui ne sont pas grand corbeau qui a également un territoire très vaste, et la corneille noire qui est vraiment un oiseau de lisière ici. Donc 38, 37, 38. Richesse totale, donc on voit que c'est vraiment très proche. Au niveau de la richesse moyenne, le nombre moyen d'espèces par IPA, 13,4, 13,9, 14,0, c'est encore très proche, hein. Et au niveau de la densité totale, on a environ 44 et un petit peu plus pour le secteur 2 qui est un peu plus feuillu, qui est à 49. Et donc la diversité est environ aussi à 4, 4,2, 4,01, 4,12. Donc globalement, les avifauna nicheux des trois secteurs forestiers sont très proches et pour moi reflètent bien les peuplements moyens des forêts des Vosges du Nord au niveau des oiseaux nicheurs. Donc je vais maintenant comparer globalement les trois secteurs forestiers au cours des 20 dernières années. Alors, pour d'abord les espèces dénombrées par cartographie des territoires. Et donc là, les chiffres que vous voyez, c'est le total sur les 3 fois 400 et quelques hectares. On arrive à 1256 hectares. Donc, ceci permet de voir l'évolution au cours des 10 ans puis 20 ans. Le pigeon colombin, en totalisant sur les trois secteurs, est passé de 10, puis à 13, puis à 19. Donc quasiment un doublement des populations de pigeons colombins. Le pigeon ramier, 51,5, 68, 87. Aussi une belle augmentation du pigeon ramier. En revanche, la tourterelle des bois, bon, ça ne m'étonnera pas parce que une espèce qu'on sait qui a fortement régressé, elle est passée de 9,5, bon, 16, je vais vous l'expliquer tout de suite, et à 1 actuellement. Le 16, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'ouragan Lothar. L'ouragan Lothar a été assez important dans les Vosges du Nord, hein. Il y a eu beaucoup de parcelles forestières qui ont été complètement mises au sol, et donc des milieux buissonnants sont apparus, et ils ont été bénéfiques pour la tourterelle des bois dans les années qui ont suivi, hein. L'ouragan Lothar, 26 décembre 99, donc 2008-2010, il y a des milieux qui étaient favorables à la tourterelle des bois et l'espèce en a profité. Mais ensuite, les milieux se sont refermés et puis l'espèce est en régression. Donc on est arrivé plus qu'à un territoire de tourterelle des bois. Le coucou est toujours assez stable. Le torcol, 4, 4,5, 0. Donc lui a totalement disparu
Et même chose, il avait profité dans la phase 2 des milieux qui étaient, semi-ouverts suite à l'OTAR, mais maintenant que les milieux se sont refermés, qu'il n'y a quasiment plus de coupe à blanc, donc de milieux qui peuvent lui convenir pour cette espèce en lisière, donc le torcol, n'est quasiment plus présent. Le pic noir se porte relativement bien, 4,4, 6,5. Le pic cendré, on va dire que ça va encore. Je sais qu'il est en régression dans beaucoup de régions françaises. Dans les Vosges du Nord, il se porte encore, on va dire, relativement bien. Le pic vert a progressé en milieu forestier, c'est indéniable, il a vraiment bien progressé. Même chose pour le pic mare, on voit qu'il passe de 16 à 32 et là à 47, c'est une espèce, un pic de vieille forêt qui a vraiment bien progressé. Et je pense que le maintien de vieux arbres dépérissants, de vieux chênes surtout, lui est bien profitable. Le piquet pêchette, je l'ai toujours trouvé assez irrégulier. Certaines années, il y en a pas mal, et puis d'autres années, il y en a moins. Et la griffe de Rennes est globalement stable, 16, 19, 17. Donc maintenant, en prenant les espèces recensées par IPA et en voyant quelles sont les espèces en régression ou en augmentation, je ne mentionne que les différences statistiquement significatives pour les trois secteurs. Donc, en fonction des secteurs, on voit que certaines espèces sont en régression, d'autres en augmentation. Donc, en régression, on a un secteur 1, pinson des arbres, on l'avait déjà vu, 2, pouilleau véloce et siffleur, mésange noir, roitelet huppé, troglodyte. Secteur 2, en régression, on retrouve le pouilleux siffleur, la tourterelle des bois, le Puyo véloce, le rouge-gorge, la fauvette des jardins. Fauvette des jardins aussi, c'est une espèce de milieu buissonnant et dans les vieux milieux forestiers, fauvette des jardins n'est pas présente. Secteur 3, ben, on voit le bruit en jaune, le pipic des arbres, ben, c'est aussi des oiseaux de milieu semi-ouverts qui, avec le vieillissement des forêts, la fermeture des milieux forestiers, n'ont plus leur place dans les milieu forestier, le Puyo véloce est aussi en régression. On voit qu'il est cité dans les trois secteurs, moins de Puyo véloce. En augmentation, ben, on a le rouge-gorge, les pigeons ramiers, fauvettes à tête noire, pique-pêche, pique-mare. Et on retrouve dans les autres secteurs à peu près les mêmes espèces, le jet, pigeon ramier, pigeon colombin, pique vert, pique-mare. Voilà. Pas le temps de vraiment tout détailler. Donc globalement, au niveau des espèces, on note sur l'ensemble des trois secteurs et sur les 20 dernières années, on note une baisse importante de la tourterelle des bois, du pouilleux siffleur, on va dire comme ailleurs en France, et une augmentation, je l'ai déjà dit, des pigeons ramiers et colombins et de plusieurs espèces de pics, notamment le pic-mare. Le pic cendré est encore présent, bon, c'est sûr qu'il devient aussi de plus en plus rare dans les Vosges du Nord. Et donc globalement, au niveau des paramètres de richesse totale, richesse moyenne, densité totale, diversité. On a ici les trois secteurs, 1, 2 et 3, et puis pour chacun, les 3 années de comptage. On voit qu'au niveau de la richesse totale, ma foi, on tourne toujours plus ou moins autour de 40. La richesse moyenne, elle, elle est à 13,5, ensuite un petit peu plus dans le secteur 2, feuillu, où il y a un petit peu plus d'espèces. Hein. Mais globalement, elle a tout de même baissé. Elle a baissé dans le secteur 2 de 16,2 à 13,9, dans le secteur 3 de 15,8 à 14. Et la densité totale baisse aussi, 50,5 dans le premier secteur à 44, 54 à 49, 55 à 44. Et on observe donc en corollaire, on va dire, également une baisse au niveau de la diversité. Donc, au niveau des espèces, donc toujours en comparant les trois secteurs et les 20 dernières années, on note qu'il y a 23 espèces en régression contre 16 en progression. Au niveau des peuplements, la richesse moyenne passe de 15,1 à 13,7, donc on a une baisse de la richesse moyenne de 11%.
et une baisse de la densité totale de 14. Ce qui me fait dire en conclusion pour cette première partie que, on a une baisse générale des oiseaux forestiers nicheurs en France. Bon, celle-ci, parmi les données stock EPS du muséum, est d'environ 10 et elle est, heureusement moins importante en milieu forestier que dans d'autres milieux, hein. Dans les milieux agricoles, on est quasiment à 30. Mais dans ces 3 secteurs forestiers, moi je note tout de même des sujets de satisfaction avec la progression des pics et des pigeons et je dirais une relative stabilité, de faibles fluctuations pour la plupart des espèces. Il y a eu une baisse en l'espace de 20 années, mais elle est, je dirais comparable, peut-être même un peu moindre qu'ailleurs. Donc, au niveau de ces peuplements aviens des 3 secteurs des 20 dernières années, je pense que les efforts qui ont été faits, ont été bénéfiques, hein. C'est quand on voit l'augmentation, des populations de pics notamment. Il est nécessaire de conserver des gros bois dans toutes les parcelles forestières. De toute façon, au niveau de la forêt, de l'ONF, ce sont des choses qui sont bien, bien habituées. De veiller à la diversité des âges au sein d'une même parcelle et de conserver des arbres affaiblis avec cavité, des arbres morts sur pied et couchés au sol, et de veiller au mélange des essences. Actuellement, les arbres avec des cavités de pic noir sont conservés, les arbres avec d'autres cavités qui sont des périssants sont conservés également, et c'est ce qui permet le maintien de beaucoup d'espèces. Et je voulais maintenant, il me reste encore du temps, oui, 40, vous présenter rapidement les résultats sur un secteur forestier de 400 hectares, donc même chose que les 3 autres secteurs, mais après 25 années de libre évolution. Donc pas de prélèvement, c'est la réserve biologique intégrale transfrontalière de Lutzelhart-Adelsberg qui a été créée en 2001. Elle fait aussi bon, 401 hectares environ. Elle est à cheval sur les Vosges du Nord, côté français, et dans le Pfälzerwald en Allemagne, hein. Je vous avais montré la carte. Vosges du Nord et Pfälzerwald sont voisins. L'accès est interdit, hein, sauf suivi scientifique, hein, à l'exception d'un seul sentier qui mène à une ruine de la Lutzelhart. Donc voici une carte de la forêt étudiée, donc comme j'ai dit, aux confins de l'Alsace, de la Lorraine et de l'Allemagne, et une altitude aussi comparable avec les secteurs forestiers précédents, entre 250 et 400 mètres, un climat assez rigoureux comme dans les Vosges du Nord. On en a l'habitude. Donc la forêt, c'est le pin sylvestre qui est l'essence dominante, 42%, suivi du chêne et du hêtre, ensuite 11%. Le chêne, 37%. La classe d'âge la mieux représentée, c'est une futaie âgée déjà, 140 à 178 ans, sur 52% de la surface, mais il y a aussi des parcelles qui sont bien plus jeunes, on le verra par la suite. La réserve a quand même des allures de vieille forêt avec un âge moyen de 144 ans, et il y a quelques parcelles très âgées qui font environ 300 ans, côté allemand, une vieille chêne et hêtraie. Voici par exemple une des images, une partie de vieux hêtres, avec des cavités de pic noir. On ne les distingue peut-être pas bien sur la photo, mais il y en a. Donc, les études. Première année, dès la mise sous réserve, j'ai pu faire un comptage complet en 2001 sur les 401 hectares, c'est-à-dire aussi bien côté français que côté allemand, et en combinant les méthodes de cartographie des territoires et des IPA. Et ensuite refaire un suivi en 2013-2014, donc une dizaine d'années après, et puis 10 années après encore, 2023-2024, c'est-à-dire le dernier comptage date de l'année dernière. Donc méthode d'étude, à nouveau, méthode de cartographie des territoires, hein, comme précédemment, et méthode des IPA pour l'ensemble des petits passerons, on va dire, et espèces apparentées. Donc là aussi, je vous présente les résultats du dernier dénombrement de 2023-2024 et ensuite on verra l'évolution. Donc, cartographie des territoires, le pic noir, c'est d'ailleurs la même image que je vous avais déjà montrée. Pour le pic noir, la méthode, c'est déjà de commencer à rechercher les anciennes cavités. Et ici, sur la carte de droite, il y a toutes les anciennes cavités.
Évidemment, ce ne sont pas tous les territoires, il y en aurait vraiment beaucoup. Par contre, le pic noir, dans les vieilles hêtraies, il niche toujours dans les vieux hêtres, et quand il y a une vieille hêtraie, il y a souvent plusieurs anciens nids à proximité, ce qui intéresse beaucoup le pigeon colombin. Donc voici ici pour 2023 et 2024, 3 territoires sur les 401 hectares, donc une belle densité, mais ces territoires débordent un petit peu les limites de la réserve. Bon, surtout en 2024, le territoire qui se trouve en bas était à cheval sur la forêt voisine. Le Pic-Mare, 20 et 19 territoires sur les 401 hectares. Bon, comme habituellement pour le Pic-Mare, c'est surtout les chênaies ou les chênaies hêtraies qui l'intéressent. Donc ceci en faisant la cartographie des territoires, c'est-à-dire en circulant le plus possible, un grand nombre de sorties annuelles, 20-30 sorties, demi-journée, sur le territoire pour localiser tous ces couples nicheurs. Le piquet pêchette, bon, je vous disais déjà avant, pour moi il est assez irrégulier, sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi. Il y avait 6 territoires une année et plus que 3 l'année suivante, avec la même pression d'observation bien sûr. Donc globalement, pigeon ramier 22-25, pigeon colombin, vous voyez aussi une belle densité de pigeons colombins, 10 et 12 territoires. Le coucou, un demi-territoire. Pic noir, 2 et 2. Hein. Vous avez vu qu'il y en avait 3, mais il y avait des demi-territoires. Donc je calcule 2 sur les 400 hectares. Pic vert, 1 et 2. Le pic cendré, il y avait un demi-territoire, donc à cheval sur la forêt voisine. Et l'an passé, je n'ai plus entendu de pic cendré. C'est pour ça que je me dis qu'il régresse également dans les Vosges du Nord. Le piquet pêchette, on l'a vu, le pic-mare aussi, la grive de Rennes est toujours stable, 6 territoires. Bon, quelques rapaces diurnes et nocturnes, hein, donc buse, épervier, chouette hulotte, la chevêchette a déjà niché plusieurs fois dans cette forêt, la bécasse en bordure, l'autour était déjà bondrée, faucon pèlerin, c'est niché, chouette de Tegmalm aussi. Hein. Oui, c'est une belle forêt avec de belles espèces. Donc les IPA, donc même chose, donc ici j'ai mis 36 points régulièrement répartis dans la réserve. Premier passage en avril, le deuxième entre le 10 mai et le 10 juin, 15 minutes toujours. Et comme j'avais fait le comptage sur 2 années, 2023-2024, j'ai fait 18 IPA la première année et 18 l'année suivante. Et je les ai classés en prenant les numéros impairs la première année, les numéros pairs la seconde, histoire de bien couvrir chaque année l'ensemble du territoire. Donc les résultats. Au niveau de la richesse, 35 espèces de passereaux et d'oiseaux d'ordre apparentés, hein, c'est-à-dire les pics, les pigeons et coucous. 2 rapaces diurnes se rajoutent, 2 rapaces nocturnes, plus la bécasse, plus les 2 cornidés. On arrive à une richesse totale de 42 espèces. Et la richesse moyenne, ponctuelle, hein, nombre moyen d'espèces par IPA, 14,9. Donc là, la richesse par IPA, les espèces à grand territoire ne sont pas prises en compte. Au niveau de la fréquence, oui, ça paramètre que je n'ai pas présenté avant parce que sinon c'est trop. Il y a 3 espèces qui sont omniprésentes. Omniprésentes, c'est-à-dire qu'elles sont présentes à chaque point. Lors de chaque IPA, il y avait du rouge-gorge, du merle noir et du pinson. Les espèces fréquentes, pigeon ramier, piquet-pêche, mésange noir et charbonnière, troglodyte, citelle, et des espèces qui sont régulières, d'autres accessoires et des espèces accidentelles, c'est-à-dire avec une fréquence inférieure à 25% lors des comptages. Donc ici, même chose, on calcule la valeur moyenne des IPA sur les 36 IPA avec les écarts types et avec les coefficients de conversion, on peut obtenir des densités absolues et ensuite accéder à la densité totale du peuplement. Donc au niveau des densités, 5 espèces sont dominantes, donc à nouveau comme avant, plus de 5% du peuplement. Le rouge-gorge vient ici en tête avec 7,9 couples au dihectare, suivi du pinson. Les mésanges charbonnières, noires et huppées suivent. On arrive à une densité totale alors de 55,2 couples au dihectare, ce qui donne, je dis bien théoriquement, lorsqu'on fait le calcul, 2200 et quelques couples sur les 400 hectares. Je précise toujours, c'est un ordre de grandeur.
on va dire environ 2000 couples sur les 400 hectares, avec une diversité de 4,26. Donc maintenant, comment a évolué cette forêt au cours des 25 années de mise en réserve? Je compare les résultats de 2001 avec ceux de 2013-14 et de 2023-24. Donc le pic noir, on va dire globalement, il est stable. Il était déjà à deux couples, 2,25. C'est un calcul de moyenne sur 2013-2014, puis 2. Le pic vert progresse, 0,5, puis 1, puis 1,5. Et à l'opposé, le pic cendré régresse. Il était à deux couples au départ, puis 1, puis 0,25. Le pic mare, comme dans les forêts gérées précédemment, passe de 12 à 16,5, puis 19,5. Il progresse également. Comme j'ai déjà dit, le piquet pêchette est assez irrégulier. 4, 0, 5, 4, 5. Au niveau des pigeons, donc là, le pigeon ramier, 29 couples, puis 30, et puis là, il a un petit peu chuté, 23,5 couples, lors des derniers recensements. Le colombin progresse, comme sur d'autres secteurs, 6, 7,5, puis 11. Coucou est toujours stable, et la griffe de Rennes est toujours stable aussi. Donc si maintenant je compare au niveau des indices ponctuels d'abondance 2014 à 2023-24, il y a 6 espèces qui augmentent de façon significative: le rouge-gorge, les piquets-pêches émards, le troglodyte, le gomme-mouche noire, et une seule espèce qui régresse de façon significative, le pinson des arbres. Donc on avait déjà vu que le pinson des arbres avait un petit peu diminué, mais bon, il avait fortement augmenté de 2001 à 2014, et deux espèces ont disparu: l'accenteur mouché et le Pouillophytis. Donc pour ces espèces-là, le milieu s'est refermé, hein, le milieu en réserve intégrale, pas d'exploitation forestière, donc les milieux buissonnants grandissent et ne sont plus favorables à des espèces comme l'accenteur mouché ou le Pouillophytis. Et il y a des espèces qui reviennent ou qui réapparaissent, mais qui sont assez rares globalement. Le loriot, il y a peu de loriot dans cette forêt, mais même chose pour la mésange à longue queue. Piquet pêchette, on a vu qu'il est assez irrégulier. Et le rouge-queue à front blanc qui progresse, progresse bien actuellement dans tous les milieux forestiers des Vosges du Nord. Alors globalement, si on compare depuis 2001, donc la première année de mise en réserve, on a 6 espèces qui ont disparu. Le rouge-queue noir, il y a un couple qui nichait sur la ruine du château. Il y a un château, le château de la Lutzelart, dans la zone. Bon, il ne niche plus, c'est pas bien grave, hein, mais je pense que la ruine était bien un petit peu, on va dire, nettoyée. Les milieux convenaient mieux au rouge-queue noir. Maintenant, ça devient plus buissonnant et moins intéressant pour cette espèce-là. Alors, plus significatif, c'est le pipi des arbres, le bruyant jaune et la fauvette des jardins qui ont disparu. Ils nichaient dans les zones ouvertes ou buissonnantes, hein, puisque bon, il y avait eu des coupes, des coupes à blanc sur certaines parcelles. C'est des milieux qui convenaient tout de suite après la coupe ou quelques années après à ces espèces de milieux buissonnants. Et comme la forêt évolue vers des milieux forestiers fermés, quoi, ces espèces ne sont plus présentes. Le gomme-mouche gris et le gros bec profitaient peut-être d'un milieu forestier un peu plus ouvert. Le milieu se referme et n'est plus vraiment favorable à ces deux espèces. Donc globalement, si je compare les peuplements forestiers, c'est-à-dire la richesse totale, la richesse moyenne, la richesse totale passe de 48 espèces en 2001 à 42 en 2014 et 42 en 2023-24. Donc, on a vu quelques espèces qui ont disparu, puisque c'était des espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts qui ne sont plus présentes maintenant. C'est compréhensible, on va dire. Et la richesse moyenne ponctuelle passe de 16,1 espèces à 14, hein, différence hautement significative. En l'espèce c'était de 13 années, hein, de 2001 à 2014. Et puis elle a à nouveau un petit peu progressé à 14,1. Donc, perte de quelques espèces en mettant le milieu, enfin le secteur forestier en réserve intégrale. Au niveau des densités, la densité totale
passe de 57,5 couples au 10 hectares à 53, donc elle a baissé également. Et, euh, et elle a un petit peu progressé ces 2 dernières années, à nouveau à 55,2. Bon, même chose pour la diversité, hein, qui suit un petit peu là. On combine pour la diversité le calcul de richesse et de densité. On passe de 4,48 à 4,17 et ensuite 4,26, elle progresse à nouveau un petit peu. Le coefficient de similitude que je vous avais présenté avant, lui, il reste toujours très élevé, hein, 85%. Donc les peuplements forestiers sont quand même encore très proches, même s'il y a des différences d'abondance pour certaines espèces. Ou si certaines espèces qui étaient très rares, comme le piquet des arbres ou le bruyant jaune, ne sont plus présentes. Donc maintenant, en discussion, en comparant les dénombrements de 2001 à 2014, je vous ai dit qu'on a noté une baisse du peuplement avien, des oiseaux, tant au niveau de la variété des espèces que de l'abondance. Cette baisse, elle est liée à la fermeture du milieu, hein, disparition des oiseaux de milieu ouvert et buissonnant, mais aussi à la réduction du volume de bois mort sur pied et au sol. C'était l'ONF qui avait fait des mesures en 2013-2014, qui s'était rendu compte qu'il y avait, c'est un petit peu paradoxal, hein, suite à la mise en réserve, moins de volume de bois mort sur pied et au sol, parce qu'il n'y a pas eu d'exploitation forestière, donc pas de bois qui restait au sol suite à l'exploitation forestière. Bon, voici une image, donc là c'est une pessière, forêt d'épicéa, donc là il y a quand même beaucoup de bois mort au sol sur cette image, mais à l'opposé, vous avez ici une hêtraie d'âge moyen, hein, moyenne futée, on va dire, où il y a très peu de bois mort, ni sur pied, ni au sol. Et ce milieu est présent dans la réserve forestière intégrale. Donc, en conclusion, pour la forêt en réserve intégrale, la situation se redresse en 2023-2024 avec la progression de quelques espèces. On note en particulier un beau peuplement de pics, hein, 2 couples de pics noirs, 19,5 de pics marcs, 4,5 des pêchettes, et aussi des pics et pêches verts et cendrés bien présents. Et il y a aussi une espèce qui est bien présente dans ces vieilles forêts des Vosges du Nord, c'est le gobe-mouche noir, avec 2,2 couples au 10 hectares sur l'ensemble de la forêt. Comme je vous l'ai dit, il reste des jeunes parcelles de moins de 100 ans, il y en a même de moins de 50 ans, et que je pense que la BIFO devrait encore gagner en richesse et en abondance dans les prochaines décennies. Et il nous reste maintenant à comparer les peuplements aviens des massifs forestiers exploités par l'ONF et à cette forêt en libre évolution, hein. Donc je vous ai dit, les milieux sont comparables, ils sont à peu de distance, hein, géographique, tout ça c'est dans les Vosges du Nord, et c'est globalement le même type de forêt, sauf que les unes sont exploitées et les autres ne le sont pas. Donc voici le tableau de synthèse. Vous avez à nouveau les 3 secteurs forestiers, secteurs 1, 2 et 3, avec gestion par l'ONF, et puis la forêt en libre évolution. Donc je compare aussi, pas toutes les années, parce que bon, si vous avez calculé, il y a quand même eu 12 recensements de faits sur 400 hectares, ce serait un peu long. Je compare juste les dernières années de comptage, 2018 pour le secteur 1, 2019 pour le secteur 2, 2020 pour le secteur 3, et sur la forêt en libre évolution, les 2 dernières années, 23-24. Donc au niveau de la richesse totale, ben, on a 38, 37, 38, 37. Donc on voit que la richesse totale, ben, c'est quasiment la même, hein. Il manque peut-être quelques espèces dans la forêt en libre évolution, mais ces espèces sont plus présentes non plus, les espèces des milieux buissonnants, dans les forêts gérées classiquement. Au niveau de la richesse moyenne, on a 13,4, 13,9, 14, hein, pour les forêts gérées, un petit mieux pour la forêt en libre évolution. Donc une richesse en espèces légèrement supérieure. Pour la densité, donc là aussi 44, 49 pour la forêt qui est un peu plus feuillue, 44 pour le secteur 3, et là on a un 55,2 pour la forêt en libre évolution. Et au niveau de la diversité, on retrouve ceci également. Donc en conclusion générale, les peuplements des forêts en libre évolution sont assez proches. Je parle bien pour les Vosges du Nord et pour cette forêt, hein. Je ne veux pas généraliser du tout, hein, mais pour les forêts que j'ai étudiées, sont assez proches de ceux exploités des Vosges du Nord.
un peu meilleure tout de même en richesse, densité totale et diversité. Et donc les forêts exploitées peuvent constituer pour moi des milieux intéressants pour la biodiversité, pour peu que certaines conditions de gestion soient respectées, le maintien de gros bois, nécessaire pour un certain nombre d'espèces comme les pics, d'arbres morts ou dépérissants, le mélange des essences et la présence d'arbres d'âge varié et la présence de zones un petit peu clairiérées qui convient à certaines espèces. Et je remercie l'ONF et le Parc des Vosges du Nord qui m'ont demandé de faire ce travail. J'espère encore pouvoir poursuivre prochainement. Et c'est fini, Pierre. J'ai à peu près tenu le timing. Bon, il est 19 heures.